Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Live Doctor et nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir le docteur Alain Toledano. Bonjour mon cher confrère. Le docteur Alain Toledano a 37 ans, c'est un ancien interne des hôpitaux de Paris, il est ancien chef de clinique, il est chef du département médecine et cancérologie à l'hôpital américain et vous êtes également directeur médical du centre de cancérologie Hartmann. Merci de bien vouloir participer avec nous à cette nouvelle édition. Et aujourd'hui, nous traiterons du cancer du sein. Oui, alors bonjour. Et la première question que je vais vous poser, que se posent bien sûr tous nos auditeurs, c'est quoi le cancer du sein? C'est important? C'est présent dans la population? Ça se présente comment? Comment fait-on le diagnostic? Enfin, toutes ces questions qui sont des questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Il y a déjà des réponses, nous avons beaucoup de réponses, mais nous voulons aujourd'hui les réponses d'un, j'allais dire, hyper spécialiste en tout cas. Merci à vous. Alors, le cancer du sein est une maladie fréquente, puisqu'aujourd'hui, le cancer du sein touche 50 000 femmes par an en France, chaque année, et 1 million de femmes dans le monde, chaque année. C'est la première cause de mortalité féminine. Donc le cancer du sein touche toutes les familles. Alors c'est quoi le cancer du sein? On a vu que le cancer, c'était des cellules qui se reproduisaient de façon anarchique, sans s'interrompre. Et elles pouvaient se reproduire localement, mais elles pouvaient également aller à distance, donner ce qu'on appelle des métastases. Et c'est pour cela qu'il y a un enjeu à diagnostiquer les cancers à un stade précoce pour pouvoir les traiter plus tôt et espérer les guérir de plus en plus. Et ce qu'on rapporte fréquemment comme chiffre, c'est que des cancers diagnostiqués à un stade précoce donnent une survie à 5 ans à plus de 95%. Et c'est ce qui nous incite à envisager les programmes de dépistage. Comme vous le savez, le dépistage aujourd'hui consiste à effectuer une palpation mammaire, une autopalpation, ou une palpation par des docteurs, et une mammographie tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Chez les femmes à risque, on a plutôt tendance à le faire parfois de façon annuelle ou d'avancer un petit peu l'âge du dépistage. Alors c'est quoi ce cancer du sein? On sait que le sein est fait de graisse et de glandes, et qu'en fonction des âges de la vie, on a une répartition différente de la graisse et de la glande. La femme jeune a plus de glandes, la femme plus âgée a plus de graisse, et c'est pour ça que le sein tombe parfois. Alors, cette glande, elle est matérialisée par des canaux, un canal galactophorique qui sert pour la lactation, pour allaiter. À l'intérieur de ce canal, on peut voir se développer un tissu cancéreux qui s'appelle le carcinome. Le carcinome, il peut être intracanalaire, c'est-à-dire à l'intérieur du canal. Ce sont des cancers de phase précoce. Un type de cancer où il n'y a pas de traitement lourd, comme les chimiothérapies. Le cancer peut donc être intracanalaire ou infiltrer la membrane à un stade un peu plus avancé et il s'appelle carcinome canalaire infiltrant. Et lorsque le cancer a atteint ce degré d'infiltration à l'intérieur du sein, parfois il va aller se loger dans les ganglions, parfois il ne va pas aller se loger dans les ganglions. Y a-t-il une spécificité liée à l'apparition du cancer chez les femmes qui allaitent ou non? Alors on a classiquement l'habitude de dire, comme souvent le tabac peut générer des cancers du sein, mais parfois l'allaitement est un facteur protecteur. Mais on a naturellement nombre de femmes qui ont allaité et qui peuvent avoir des cancers du sein. Donc il y a, dans les cancers du sein, plusieurs familles. On a notamment des cancers du sein qui sont hormonosensibles et des cancers du sein qui ne sont pas hormonosensibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Être hormonosensible pour un cancer du sein, c'est-à-dire être sensible aux hormones de la femme, les œstrogènes, la progestérone, sous l'influence de laquelle les cellules du sein peuvent se développer et croître. 75% des cancers du sein aujourd'hui sont hormonosensibles. Ce qui fait que parfois nous sommes amenés à administrer dans les traitements des hormonothérapies qui sont des anti-hormones pour diminuer le risque de développement du cancer du sein. 75%, c'est beaucoup. Oui, 75% des cancers du sein sont hormonosensibles, c'est une des sous-familles. Et on a encore des petites familles de cancers du sein, puisqu'on a identifié ces dernières années une protéine qu'on retrouve dans 25% des cancers du sein, qui a un nom barbare qui s'appelle HER2. Lorsque cette protéine est là, on a des vaccins, des thérapies ciblées, qui nous permettent de cibler au plus juste les cancers du sein
et d'améliorer les résultats. Donc le travail lorsqu'on diagnostique un cancer du sein, c'est de savoir est-ce qu'il est localisé au sein ou pas, est-ce qu'il n'y a qu'un seul cancer dans le sein ou parfois plusieurs, est-ce que le cancer a atteint les ganglions ou n'a pas atteint les ganglions, est-ce qu'il a été ailleurs dans le corps, donné ce qu'on appelle des métastases, ou est-ce qu'il est resté très localisé, localement, régionalement. Donc un bon bilan pour stadifier le cancer du sein. Ensuite, on fait un prélèvement qu'on appelle la biopsie, qu'on analyse par les anatomopathologistes, ce qui va nous permettre de caractériser, d'identifier le type de cancer du sein auquel on a affaire. Est-ce qu'il est hormonosensible? Est-ce qu'il exprime la protéine HER2? À quelle vitesse il se développe? Et c'est une fois qu'on a fait le bilan d'extension, la stadification de la maladie, en nous occupant de l'annonce diagnostique dans les formes dans lesquelles on doit le faire, que nous établissons un plan de traitement personnalisé avec plusieurs enjeux. Donc, pour reformuler, pour que tout le monde comprenne bien, il y a d'abord un examen clinique, qui est le premier examen qui va vous permettre de commencer à éventuellement poser le diagnostic d'un cancer. Ensuite, il y a la biopsie avec le diagnostic anatomopathologique. Et ensuite, après, la décision thérapeutique, la stratégie thérapeutique que vous allez mettre en place. Oui. Alors la stratégie thérapeutique, elle est souvent mise en place de façon pluridisciplinaire, avec plusieurs docteurs. C'est-à-dire qu'un docteur seul dans son coin ne décide pas. Il faut une vision un petit peu croisée de différents experts pour arriver à établir une stratégie de soins personnalisée. Souvent, dans le cancer du sein localisé, qui est différent du cancer du sein métastatique, il y aura plusieurs phases, avec deux objectifs dans le traitement. Diminuer le risque que la maladie n'aille ailleurs, les métastases, diminuer le risque que la maladie du cancer du sein ne se développe localement. Comme traitement local de la maladie, nous avons la chirurgie du cancer du sein, avec plusieurs types de chirurgie. Une chirurgie radicale qu'on appelle la mastectomie, qui consiste à enlever le sein, qui peut apparaître comme étant barbare, mais parfois ça sauve la vie des femmes, et une chirurgie qu'on appelle conservatrice, où on conserve le sein. Donc le traitement chirurgical est un traitement local. Quand on conserve le sein, de façon systématique, on propose de la radiothérapie. Alors que quand on enlève le sein, la radiothérapie n'est pas systématique, on l'a fait parfois. La radiothérapie dont on avait discuté, qui est un traitement par des rayons transparents qui ne font pas mal, c'est une énergie qu'on délivre sur la cible. Souvent la radiothérapie se fait par des séances quotidiennes, entre 4 et 5 jours par semaine, pendant 1 mois et demi, et peut donner quelques irritations de peau, mais est très bien tolérée. Donc, comme traitement locaux du cancer du sein, nous avons la chirurgie et la radiothérapie. Comme traitement général du cancer du sein localisé, en prévention pour diminuer le risque que ça revienne, on a l'hormonothérapie, ces anti-hormones, lorsque les cancers du sein sont hormonosensibles, qui se prennent souvent sous la forme d'un comprimé par jour pendant 5 ans, des fois plus, des fois 10 ans. Et donc c'est comme des pilules que les femmes prennent quotidiennement avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et enfin, on a ce traitement redouté par les femmes qui s'appelle la chimiothérapie. Alors qu'est-ce que c'est que cette chimiothérapie? C'est un traitement par des produits chimiques. Souvent, dans les perfusions qui durent à peu près 1h30, on fait revenir les patients toutes les 3 semaines en ambulatoire pour passer ces médicaments dans l'ensemble du corps, diminuer les risques que les cellules cancéreuses n'aillent se loger ailleurs, dans le reste de l'organisme. Pourquoi la chimiothérapie est redoutée? Elle peut fatiguer, mais on peut aussi vivre correctement pendant une chimiothérapie. Elle est redoutée parce qu'un des effets secondaires, c'est la perte des cheveux. Donc, dans une écrasante majorité des cas, dans les chimiothérapies complémentaires des cancers du sein, la femme perd ses cheveux. Je dis la femme, il y a 1% des cancers du sein chez l'homme, donc ça concerne essentiellement les femmes. Au bout de 17 jours en général. Mais les cheveux repoussent après le traitement. Et donc il y a cette période de camouflage, ou pas d'ailleurs, avec des perruques, des foulards ou autres. Donc la perte des cheveux est un des effets secondaires, quelques nausées, même si on a des médicaments puissants anti-nausées, des fois pendant quelques jours. Et on peut aussi avoir des variations de globules, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Donc on suit de façon très régulière le bilan sanguin avant chaque séance de chimiothérapie, éventuellement on donne des vitamines pour améliorer la tolérance à ce traitement. Et puis bien sûr, comment ne pas parler de l'impact que ça a psychologiquement?
puisqu'il y a parfois une désocialisation, des problèmes de couple, des problèmes de sexualité. Le cancer du sein et le traitement peuvent être perçus comme étant difficiles, puisqu'ils modifient la vie de la femme. Parfois, une femme ne sent pas son cancer, on lui a diagnostiqué à sa mammographie, et elle va sentir qu'elle est malade à cause du traitement, et pas à cause de la maladie. Et c'est ça le paradoxe. Donc l'idée, c'est de faire un traitement de bon niveau pour arriver à diminuer le risque que cette maladie ne revienne, mais accompagner les femmes pour pouvoir avoir les meilleurs résultats cancérologiques. On dit aussi que le cancer du sein, enfin le cancer et le cancer du sein en particulier, est une maladie sociale et que cette maladie va entraîner des conséquences, vous l'avez dit, dans le couple, dans la vie de tous les jours, mais également dans la relation sociale pour la personne atteinte. Et à cet égard, n'y a-t-il pas dans le traitement une prise en charge particulière qui pourrait aider la personne atteinte de ce cancer du sein à mieux vivre sa maladie et à mieux surmonter sa pathologie? Alors on sait qu'un des problèmes, c'est l'altération de l'image de soi, l'altération de la féminité, avec parfois une mutilation, une cicatrice vécue comme telle, ou une vraie mutilation plus importante avec une ablation d'un sein, la perte des cheveux. Pas tout le temps, on peut avoir également une raréfaction des sourcils ou des cils, alors même s'il existe des méthodes esthétiques, c'est vrai que c'est très gênant pour le regard, pour la vie sociale et pour l'image qu'on renvoie. Et puis la société accepte difficilement la maladie, la fragilité. Donc ça devient une maladie visible. Même si on a enlevé la maladie, le traitement préventif et ses toxicités font que cette maladie devient visible. Et donc, dans l'accompagnement, il est très important d'implémenter très tôt des conseils esthétiques, des conseils en termes d'imagerie, un accompagnement en soins de confort, que ce soit la sophrologie, la réflexologie, la kinésithérapie, le yoga, de l'activité physique, dynamisée de façon proactive. Quand une femme a été diagnostiquée avec son cancer du sein, il y a un état de choc. Pour qu'elle se reconstruise, il faut un petit peu de temps, mais la reconstruction débute dès le début, dès le traitement, avec des mots, avec une manière, avec un accompagnement, parce que beaucoup, et l'écrasante majorité, vont guérir, mais les séquelles sont très importantes chez les patientes, chez leurs familles. Donc il y a une nécessité de bien traiter le cancer du sein et d'appréhender tout l'environnement et la prise en charge globale. Et fort heureusement, on a des résultats qui deviennent de mieux en mieux, avec des perspectives de guérison complète. On a parlé du cancer du sein simple, si j'ose dire, mais il existe aussi des cancers du sein métastasiés et qui ne vont pas être appréhendés par le thérapeute que vous êtes de la même manière, ou en tout cas avec quelques nuances. Alors, effectivement, la plupart des cancers du sein sont diagnostiqués à un stade précoce lorsqu'ils sont restés dans le sein ou ils ont été uniquement au ganglion à côté, mitoyen. Bon. Parfois, on peut avoir dans 10-15% des cas une maladie qui a eu le temps d'aller se loger ailleurs. Ailleurs, ça veut dire dans d'autres organes. C'est des cellules du sein qu'on peut retrouver dans les os, dans le foie, dans les poumons, dans le cerveau ou dans d'autres organes. À ce moment-là, la priorité, en général, n'est pas à la prise en charge locale. C'est de diminuer ce risque d'extension, et c'est pour ça que passe au premier plan, non pas le traitement chirurgical ou la radiothérapie, mais plutôt le traitement général du corps entier, par la chimiothérapie, ou par les hormonothérapies, ou maintenant par des thérapies ciblées, qui ciblent vraiment l'environnement du tissu cancéreux. On a aussi de très bons résultats. On a des patientes qui ont des métastases, et qui sont guéries pour certaines, et pour d'autres qui ont une maladie chronique qui dure des dizaines et des dizaines d'années, qui ont vu grandir leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ont eu certes certains inconforts avec quelques traitements qui ont des effets secondaires, qu'on cherche à améliorer. Mais on peut penser, grâce à l'ensemble de traitements dont on dispose, des dizaines de traitements efficaces, que les cancers du sein peuvent se traiter même en phase métastatique. Alors au prix de certains inconforts, pour les chimiothérapies, toutes ne font pas tomber les cheveux, mais certaines fragilisent les extrémités, donnent des troubles du goût, des problèmes de sensation, des sécheresses de la peau, de la fatigue, des nausées pour certaines. Ça ne veut pas dire que toutes les chimiothérapies donnent tous ces symptômes. Et donc en cancérologie, on a vraiment cet accompagnement pour que les traitements soient correctement tolérés. Mais ça astreint aussi les patientes à avoir un rythme régulier de passage à l'hôpital, chez le docteur, des examens complémentaires. Elles se façonnent un esprit par rapport à la maladie chronique, où elles vont être accompagnées au fur et à mesure, avec des réévaluations régulières, et après chaque traitement, par des phases successives de 2 à 3 mois. On réévalue si le traitement est efficace. S'il est efficace, on le continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maladie. S'il l'est moins, on change de traitement.
Peut-on parler rapidement, bien sûr, des moyens de faire le diagnostic de ces cancers du sein métastasés? Quand on fait le diagnostic d'un cancer du sein, nous faisons un bilan d'extension, c'est-à-dire que nous cherchons à savoir si le cancer est localisé ou s'il a été ailleurs. On le fait à l'aide de moyens d'imagerie, avec des radiographies, des scanners, des scintigraphies, pour savoir où est-ce qu'est la maladie. Et la maladie peut être dans les os, le foie, le poumon, le cerveau, atteindre tous ces organes ou certains d'entre eux. C'est important de faire un bon bilan initial, comme ça lorsqu'on fait un traitement, on espère faire disparaître toutes les métastases, où qu'elles soient. Et puis ensuite, on surveille les patients cliniquement, mais on les surveille en refaisant des examens complémentaires avec des séquences, avec des étapes. Et chez certaines femmes qui ont des cancers du sein avec des prédispositions génétiques, ou les seins denses, on rajoute souvent des IRM pour regarder le sein de façon un peu plus fine. Et donc, les cancérologues, les médecins qui s'occupent du sein, on dit les sénologues, savent très bien quel examen prescrire et c'est assez systématique. Ensuite, on a souvent des prises de sang avec des protéines qu'on appelle les marqueurs, qui ne sont pas tout le temps fiables, mais qu'on peut utiliser. Et puis d'autres innovations dont on a parlé, comme les cellules tumorales circulantes ou autres, qui sont prometteuses. Y a-t-il différentes formes de cancer du sein? Oui, les tissus de cancer du sein ne se ressemblent pas et ne se traitent pas de la même façon. Aujourd'hui, il y a différentes formes lorsqu'on les regarde, ces cancers du sein, à l'image ou lorsqu'on les palpe pour le chirurgien ou l'anatomopathologiste, mais également lorsqu'on regarde les gènes qui sont activés, variants à l'intérieur des tumeurs, ce ne sont pas les mêmes. Donc il y a des familles. Il y a la famille, comme on avait dit, des cancers du sein hormonosensibles, la famille des non hormonosensibles. Il y a la famille des HER2 et des non-HER2 qui ne se comportent pas de la même façon. Et il y a les cancers du sein qui sont ni hormonosensibles, ni HER2. Ceux-là, on les appelle les triples négatifs. Les femmes qui en ont le savent très bien. Ce sont des cancers un peu plus agressifs, mais qui répondent souvent un peu mieux aux chimiothérapies. Donc ces sous-familles sont très importantes à connaître pour les thérapeutes et induisent des traitements complémentaires en termes de chimiothérapie, d'indication, de nombre de cures, de séances différents. Quoi qu'il arrive, il s'agit d'une prise en charge globale de cancérologie avec une approche très spécialisée sur la maladie et une prise en charge du patient de façon très globale, l'accompagner sur le plan psychologique, alimentaire, relationnel, pour avoir vraiment cette prise en charge complète. Nous avons parlé avec vous lors d'un de nos précédents entretiens d'une spécificité que vous avez mise en place dans la prise en charge globale de cette maladie, c'est la prise en charge personnalisée, avec une équipe pluridisciplinaire, avec une manière d'appréhender cette maladie et avec des traitements adaptés à chaque personne. Pouvez-vous nous en dire quelques mots et puis peut-être, parce qu'il y a chez vous toujours un message d'espoir, nous dire quelles sont les perspectives à moyen terme? Alors, Internet est un bon vecteur. Le média vidéo est un bon vecteur. Mais on a tendance à coller des étiquettes. J'ai un cancer du sein, donc. Donc il y a une patiente ce matin qui m'a dit « Mais j'ai un cancer du sein, donc ma famille m'a dit qu'il fallait que j'ai de la chimiothérapie. J'ai été sur Internet, j'ai vu que j'allais avoir de la chimiothérapie. » Elle avait un cancer du sein qui ne se prêtait pas à la chimiothérapie. Je crois aujourd'hui qu'il faut avoir une approche pour bien comprendre ce qui se passe, avoir des clés pour percevoir finalement que les cancers sont différents et qu'il est utile de personnaliser l'approche humaine, mais aussi l'approche technique, que chaque traitement n'est pas valable pour les personnes, quelles qu'elles soient. Donc la personnalisation du traitement, elle va dépendre de toute cette phase d'analyse. Et je crois que c'est très important d'entendre ce message. On va s'aider de ce qu'on entend sur Internet, à droite, à gauche, mais le vrai plan de traitement, la relation, elle va se créer, elle va être unique entre une équipe thérapeutique et un des médecins qui va coordonner avec une patiente qui est unique, qui a une tumeur qui est unique et qui doit s'en sortir. Merci à vous. Merci beaucoup.